Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le bilan de La Palle en déroute, le challenge qui était organisé par Alex Bouquin Prada sur l'ensemble du mois d'août pour essayer de dégommer un petit peu gentiment nos pieds à lire qui avaient bien gonflé depuis le début de 2022. Un challenge qui m'avait absolument enthousiasmé quand j'avais vu sa vidéo présentation et pile à lire et sur lequel je m'étais jetée sans trop me poser de questions. Il y avait des jeux de mots, il y avait des visuels cool, il y avait de très très chouettes idées en matière de propositions de catégories, etc. Donc j'étais extrêmement enthousiaste et force est de constater que ça a plutôt bien marché pour mon mois d'août en termes de lecture puisque j'ai réussi à lire 24 livres, ce qui est plutôt pas mal du tout, un tout petit peu moins que ce que j'aurais souhaité, notamment parce que je n'ai pas pu finir toute la pile à lire que j'avais prévue, mais c'était aussi un petit peu attendu parce que j'ai fait pas mal de choses en août globalement, donc on ne peut pas tout faire, c'est normal, mais ça a quand même été plutôt efficace, d'autant que même si je n'ai pas respecté le challenge de Alex Bouquin Prada de n'acheter un livre qu'au bout de 5 livres effectivement lus, il n'y a que, entre guillemets, 12 livres qui ont rejoint mes étagères, ma pile à lire en ce mois d'août contre les 24 que j'ai lus. Le bilan est donc bien toujours négatif et ma pile à lire a donc diminué de 12 livres, ce qui est toujours très satisfaisant. Donc dans l'ensemble, même si je n'ai pas tout réussi, le bilan de ce challenge est largement positif et dans tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à y participer et à le suivre sur tout le mois puisqu'Alex a très régulièrement partagé autour de ce challenge et de ses lectures et c'était très chouette. Je vais donc vous parler des livres que j'ai réussi à lire dans le cadre de ce challenge. Je ne vous parlerai pas de mes 24 lectures du mois d'août parce que sinon ça va être très long et que il y en a un certain nombre qui ne rentraient pas dans les catégories du challenge dont je vous ai déjà parlé soit pour le bilan de la passe miroir, soit en dernière lecture dédiée. D'ailleurs, si je n'ai pas encore parlé des livres que je vais mentionner à l'occasion de ce bilan, je les détaillerai un petit peu plus précisément dans des dernières lectures à venir, histoire d'avoir des avis un petit peu plus construits. Là, je vais essayer d'aller assez vite et d'être relativement efficace dans ce bilan parce que sinon, on en a quand même pour un moment, étant donné que j'ai lu quand même pas mal de livres pour ce challenge. On va faire au mieux, on va essayer de ne pas trop traîner et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et ça commence très bien puisque pour le premier timbre, l'été, je suis flemme artiste, il s'agissait de lire le livre le plus court de notre pile à lire. J'avais mis Paternoster de Julia Richard que je n'ai malheureusement pas eu le temps de lire alors qu'il me fait extrêmement envie et c'est toujours le cas. Mais je l'ai recalé dans mes piles à lire d'automne, donc ça ne saurait tarder, vraiment, c'est un des livres qui me tente le plus de ma pile à lire actuellement et j'ai très hâte de me plonger dedans, d'autant que je pense que ce sera une lecture assez rapide, donc ce n'est que partie remise, mais je n'ai pas encore eu le temps de le découvrir en ce mois d'août. A contrario du livre suivant, puisque pour le timbre Petite virée à Saint-Trope, il s'agissait de lire un livre de notre genre ou de notre trope préféré et je me suis plongée vraiment avec délectation, avec un plaisir indicible dans Love Theoretically de Ali Hazelwood aux éditions Sphère, qui est donc le dernier livre paru de l'autrice en VO qui pour l'instant n'a pas encore été traduit, mais je pense très sincèrement que ça ne saurait tarder au vu du succès de Ali Hazelwood en France actuellement. Et c'était extrêmement cool. C'est un petit enemies to lovers qui fonctionne extrêmement bien, mais comme pour tous les romans de l'autrice, pour moi, c'est, comme je le disais, mon autrice préférée en matière de ce genre de trope de romance actuellement. Et vraiment, ça a encore tapé dans le mille pour celui-ci. J'ai beaucoup aimé les personnages, leurs relations, la façon dont elle se met en place, qui est un petit peu plus classique que dans les précédents, donc The Love Hypothesis et Love on the Brain, mais qui fonctionne extrêmement bien. On retrouve le contexte universitaire, scientifique, avec notamment toute la question du sexisme dans ce milieu extrêmement masculin qui est toujours très bien traité et très intéressante, je trouve, à mettre en avant, notamment dans ce type de romance où c'est pas forcément ce qu'on voit le plus. C'était drôle, c'était léger, c'était addictif, je l'ai littéralement dévoré en une journée et j'étais plongée dedans et j'étais extrêmement bien et c'est un livre qui m'a apporté énormément de joie. Comme d'habitude, je vous recommande extrêmement chaudement toutes les romances de Ali Hazelwood, que vous aimiez la romance ou pas trop, parce que des retours que j'en ai eu, ça fonctionne même sur les gens qui ne sont pas extrêmement fans de ce type de littérature. Donc voilà, pour moi c'est vraiment de super moments de lecture, des romances qui sont positifs, qui ne sont pas problématiques, des personnages qui communiquent et des relations qui globalement font plaisir à lire. Je suis extrêmement impatiente de la sortie de Checkmate qui ne saurait tarder puisque c'est prévu pour la fin de l'année. Je m'y plongerai encore une fois avec énormément de plaisir et je vous en reparlerai à ce moment-là. Et on va continuer avec
une autre excellente lecture parce que j'ai fait quand même de très chouettes découvertes en ce mois d'août. Pour Vers Arrakis ou Le Pilate, il s'agissait de lire de la science-fiction, de la dystopie et ou un livre avec des complots et ou une prophétie. J'avais choisi un livre de science-fiction qu'il me tardait de découvrir encore une fois et c'était donc le tome 4 des Voyageurs, La Galaxie vue du sol de Becky Chambers aux éditions La Talente, qui est également le dernier livre paru en date de cette autrice et pour l'instant le dernier qui était prévu puisqu'il ne me semble pas que d'autres soient annoncés, en tout cas à l'heure actuelle. Et c'est également une autrice que j'affectionne particulièrement, dont je chéris chacun des ouvrages qui ont chaque fois été de formidables moments de lecture, de très chouettes découvertes. Et celui-ci n'a pas fait exception. Globalement, Les Voyageurs, c'est une série de tomes compagnons où on va suivre à chaque fois des aspects un petit peu différents de cette galaxie extrêmement vaste, extrêmement foisonnante, très inclusive, avec un panel d'aliens différents, de sociétés différentes, de cultures différentes qui se mélangent et qui permettent d'aborder la diversité, l'inclusivité, la tolérance, le partage, toutes ces valeurs qui sont extrêmement plaisante à lire encore une fois et à découvrir et qui fonctionne extrêmement bien dans ces récits. Celui-ci, encore une fois, n'a pas fait exception puisque dans la galaxie vue du sol, globalement, on va se retrouver dans une espèce de relais intergalactique, si vous voulez, une espèce d'auberge qui accueille des vaisseaux en transit et qui leur permet de faire une petite pause dans leur voyage extrêmement long. Et il se trouve que quelque chose ne se passe pas bien au début de l'histoire. Il y a une perturbation qui va avoir pour conséquence que toutes les personnes qui ont atterri dans ce relais et espéraient y passer quelques heures avant de repartir vont se retrouver bloquées et on va donc assister à la rencontre de races qui ne sont pas du tout censées se côtoyer, ou en tout cas pas autant, et qui vont se retrouver dans cette espèce de huis clos à devoir composer les uns avec les autres et les uns avec les différences des autres. Et c'était absolument génial. Encore une fois, ça parle de tolérance, ça parle de différence, ça parle de diversité, ça parle de culture, de société, de choses extrêmement diverses et de la façon dont tout le monde peut interagir au mieux et de façon hyper bienveillante, et ça fait encore une fois énormément de bien de lire ça. Parfois il y a des conflits, parfois tout ne se passe pas comme prévu, mais ça montre que la discussion et l'échange et le dialogue est toujours possible, et c'est ça qui est extrêmement important à mon sens. C'est assez différent des autres tomes des Voyageurs que j'ai lus, notamment parce qu'il n'y a dans ce récit en particulier aucun personnage humain ou humanoïde. Ce ne sont que des aliens avec des physiologies très différentes de la nôtre, et on pourrait se dire que c'est difficile de rentrer en empathie avec des personnages si différents, c'est difficile de comprendre leurs enjeux qui sont parfois à des lieux des nôtres. Et en fait, ça fonctionne extrêmement bien et c'est une des grandes forces de Becky Chambers à mon sens, c'est qu'elle réussit à rendre des personnages extrêmement réalistes et construits et cohérents et profonds et intéressants et juste passionnants à suivre et avec lesquels on peut vraiment rentrer en empathie, quelle que soit leur race, quelle que soit leur physiologie, quels que soient leurs enjeux, comprendre ce qui les porte, comprendre ce qui les lie, ce qui les énerve, ce qui les remplit de joie, enfin vraiment tout ça fonctionne extrêmement bien et c'était une réussite. Comme toujours chez Becky Chambers, j'ai versé ma petite larme à un ou deux moments du récit d'ailleurs, il me semble. Et vraiment, encore une fois, c'était une formidable lecture. Je suis très triste de refermer ce pan de ma découverte de la science-fiction positive de Becky Chambers d'une manière générale, parce que c'est le dernier tome des Voyageurs, c'est pour l'instant le dernier livre de cette autrice qui est disponible. Cela étant dit, je pense que je relirai Les Voyageurs et peut-être même les autres romans de l'autrice avec grand plaisir et en attendant ces nouvelles parutions. Et comme pour Ali Hazelwood, si vous ne l'avez pas encore découverte, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez des belles relations, des personnages profonds, des beaux messages, je vous la recommande extrêmement chaudement. Pour le timbre Princesse Mononoke, les mots-clés étaient écologie, esprit, littérature japonaise et voyage, et j'avais prévu de lire La Haut-Règne les baleines de Jolane Sébertrand, que pareil, je n'ai malheureusement pas eu le temps de sortir de ma pile à lire, mais que j'ai transposé dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, donc ce n'est que partie remise encore une fois. Cela étant dit, en parcourant mes lectures du mois d'août, je me suis rendu compte que celle-ci fonctionnait plutôt pas trop mal dans ses mots-clés et que c'était l'occasion de vous en reparler. On a lu en lecture commune avec Lucie Yumi et le peintre de cauchemar de Brandon Sanderson,
aux éditions du livre de poche, qui est donc le 3e projet secret de l'auteur et qui s'inscrit dans une culture d'inspiration asiatique beaucoup plus marquée que dans ses précédents romans, et avec toute la question des esprits et d'une forme d'écologie, si on veut, qui est traitée dans le récit. C'était une formidable lecture, une très chouette découverte, et comme tous les projets secrets qu'il a sortis pour l'instant, j'attends d'ailleurs le 4e avec impatience, parce que au vu des 3 premiers, je pense que ça va être encore une fois une formidable découverte. Et c'est un récit qui est très mystérieux, où on va suivre Yumi et le peintre de cauchemar qui sont diamétralement opposés en termes de caractère, en termes de monde dans lequel ils évoluent, et qui vont devoir se dépatouiller quand leurs 2 univers rentrent en collision. Et ça fonctionnait extrêmement bien, le mystère est extrêmement bien construit et prend de l'ampleur au fur et à mesure, et jusqu'à un bon 2/3 du récit, on sait pas du tout où ça va et ce qui se passe, et les révélations qui s'enchaînent ensuite sont extrêmement bien construites et amenées, et c'était un plaisir de les découvrir. L'univers est exceptionnel, mais encore une fois, c'est du Brandon Sanderson, c'est bien construit, c'est bien amené. Il y a relativement peu, je trouve, d'infodump, ou en tout cas ça ne m'a pas dérangé, et j'ai trouvé que c'était amené de façon assez agréable et fluide dans le récit globalement. Tout dans l'ensemble, c'était une très chouette lecture. Encore une formidable lecture commune avec Lucie, comme toujours. Et on va bien évidemment se jeter sur le 4e et dernier projet secret dès sa sortie. Pour le timbre suivant, Team Mayo ou Ketchup, il était question de lire un livre qui donne faim et ou la patate. J'avais calé le 2e tome de Steam Sailor de E.S. Green, mais encore une fois, je n'ai malheureusement pas eu le temps de le sortir. Il me fait très envie, donc ça ne saurait tarder non plus, d'autant qu'il va se lire, je pense, assez vite, mais ce ne sera pas pour cette Pale en déroute. Au contraire du livre que j'avais choisi pour J'ai attrapé un coup de soleil, qui avait pour mots-clés romance, récit épistolaire, tragédie et ou sujet brûlant. J'avais donc choisi People We Meet on Vacation de Emily Henry aux éditions Hauteville, qui est pareil le dernier livre paru de l'autrice en traduction, en tout cas, qu'il me tardait de découvrir parce que j'avais absolument adoré le premier roman que j'ai découvert d'elle, c'est-à-dire Comme un roman d'été, et qui je trouvais collait pas mal avec cette catégorie. Et effectivement, puisqu'on va suivre Poppy, qui est influenceuse vacances un petit peu, qui globalement travaille pour un magazine qui présente des destinations touristiques toutes plus alléchantes les unes que les autres, et qui part depuis très longtemps en vacances avec son ami Alex, qui ont un petit peu fait les 400 coups, qui se connaissent depuis l'université et qui se sont à rapprocher de façon un petit peu étonnante, parce qu'il n'y a pas grand chose qui les lie, mais qui fonctionne plutôt très bien ensemble. Sauf que au début du récit, ils sont un petit peu en froid, on sait pas trop ce qui s'est passé aux dernières vacances l'été dernier, mais ils n'ont plus l'air de se parler, ce qui déplaît grandement à Poppy, qui aimerait les rabibocher. Elle va avoir une opportunité dans les prochaines vacances, elle va essayer d'organiser les meilleures vacances possibles pour qu'ils puissent renouer, et ça va être un petit peu le départ de l'histoire. On va suivre donc le présent avec ses vacances et Poppy qui essaye de tout faire au mieux, et puis des flashbacks des années précédentes et au fur et à mesure de l'évolution de leur amitié pour savoir comment ils en sont arrivés là. Et c'était très chouette. C'est une petite romance toute mignonne, un espèce de Friends to Enemies, pseudo-enemies, hein, to lovers, qui fonctionnait ma foi plutôt pas mal, même si c'est pas le trope que je préfère. C'était très efficace, j'aime beaucoup la plume de Emily Henry, j'aime beaucoup comment elle construit ses personnages, leurs relations, la tension, comment tout ça se met en place. En plus, c'était absolument parfait pour les vacances, parce que on a tout ce côté destination de rêve, ce côté vacances au soleil, ces visites, etc., qui était très chouette à suivre. Il y a un petit peu en plus de relations épistolaires, puisque tout au début, Poppy et Alex ne sont pas du tout au même endroit, donc ils s'échangent des textos et des petites choses comme ça, donc ça fonctionnait encore mieux dans cette catégorie. Et globalement, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce 2e livre de l'autrice. C'est pas mon préféré, mais ça tient plus du trope et des petits problèmes de communication qui sont assez inhérentes à ce scénario en particulier, qui ont fait que ça m'a posé un tout petit peu problème par moment. Cela étant dit, je l'ai absolument dévoré, j'ai beaucoup apprécié ma lecture, et je découvrirai avec grand plaisir encore une fois les autres romans de l'autrice, qui, comme pour toutes les autrices que je viens de vous présenter, finalement fait un petit peu partie de mes incontournables en la matière. Pour l'instant, ce bilan de La Pale en déroute, c'est un petit peu tous les autrices que j'affectionne particulièrement et que je retrouve toujours avec plaisir et que je vous recommande à toutes les sauces. Emily Henry ne fait pas exception, et je me pencherai encore une fois, et je vais rapidement me pencher sur ses autres parutions en VO.
Pour le timbre soleil, jonquille et mimosa, les mots-clés étaient magie, humour, feel good et ou livre jaune. Et j'ai lu le livre que j'avais mis dans ma pile à lire, le premier tome de Ranking of Kings de Suzuki Tuka aux éditions Kiyun. J'ai même lu le deuxième tome dans la foulée, mais celui-ci est rose, même s'il rentre quand même un petit peu dans les autres mots-clés, à savoir humour et magie notamment. Et c'est un manga que j'ai beaucoup apprécié découvrir, qui est très particulier, avec des dessins qui sont pas forcément ce vers quoi je me tourne spontanément de prime abord, mais qui fonctionnaient plutôt pas mal avec le ton de l'histoire et même qui créent un décalage assez intéressant, puisque c'est des dessins qui font assez léger, un petit peu cartoonesque, et le ton de l'histoire se veut peut-être un petit peu comme ça initialement, mais en fait on va suivre ce personnage qui est le deuxième prince d'un royaume, qui n'a pas une vie extrêmement cool dans celui-ci, puisqu'il est harcelé, maltraité par pas mal de gens, puisqu'il est assez faible, il ne parle pas, ou en tout cas pas comme les autres, et du coup il est incompris par la grande majorité des gens, et voilà, c'est un petit peu compliqué pour lui, mais il a une résilience et un courage et une espèce de force assez dingue, puisqu'il continue à être de bonne humeur, à se montrer souriant et ouvert et à continuer à essayer des choses. Mais on se rend bien compte que c'est compliqué pour lui, et on va le voir au fur et à mesure que c'est pas la vie la plus facile, clairement. Il va rencontrer cette espèce de chose étrange qui est une ombre et qui, pareil, a une vie un petit peu compliquée, puisque globalement tout son peuple s'est fait décimer et il ne reste que lui, et ils vont former une espèce d'alliance improbable au milieu des complots de la cour et de tout ce qui en découle, puisque le roi, donc le père de ce jeune garçon, va mourir, que les problèmes de succession vont se poser, que tout le monde va vouloir y mettre un petit peu son grain de sel, etc. Ces deux premiers tomes qui sont assez riches, il se passe vraiment beaucoup de choses, il y a plein d'actions, il y a plein de rebondissements, de retournements de situation, d'allégeance, etc. Et ça fonctionne plutôt très bien, c'était de très chouettes lectures, ça se lit tout seul, et j'ai bien apprécié ce ton un petit peu étrange, décalé, qui encore une fois est très différent de tout ce que j'ai pu découvrir en la matière, mais qui m'intrigue beaucoup, et j'ai très envie de continuer cette série et de voir comment ça va évoluer pour ces deux personnages, même pour les personnages secondaires qui, même au bout de 2 tomes, sont plutôt attachants et intrigants. Donc c'était plutôt une réussite pour ce début de manga. Je continuerai avec grand plaisir et je vous en reparlerai quand ce sera le cas. Pour le timbre suivant, un peu de poison dans ta glace, les mots-clés étaient polar, meurtre, enquête, mystère et ou vengeance. J'avais choisi initialement le premier tome des Carnets de l'apothicaire en roman, mais pareil, je n'ai malheureusement pas eu le temps de le lire, d'autant que c'est une bonne pavasse. Cela étant dit, en août, j'ai écouté un livre audio qui rentre plutôt très bien dans cette catégorie, puisque dans le tome 2 du Chevalier des Épines, le conte de l'assassin de Jean-Philippe Jaworski, il est un petit peu question de vengeance, de mystère, de meurtre et toutes ces choses-là. C'est un petit peu dans le titre de ce tome également, et c'était encore une fois une très chouette écoute. C'est également un auteur que je vous ressors à toutes les sauces et que j'affectionne particulièrement et qui me ravit à chaque fois, et cette série ne fait pas exception pour l'instant. Les 2 premiers tomes sont très cool. Il faut avoir lu Gagner la guerre, notamment pour celui-ci qui est vraiment la suite directe de pas mal d'événements qui se passent dans ce roman, mais sinon, si vous avez déjà un petit peu connaissance de Léomance et de toutes ces choses-là, allez-y les yeux fermés, parce que c'est formidable. Le livre audio est extraordinairement bien lu, les personnages sont très chouettes, l'ambiance est formidable, et c'est extrêmement riche en complots, en twists, en rebondissements et en action. C'est formidable en termes de langue, en termes de vocabulaire, en termes de ton. Vraiment, c'est une réussite de bout en bout. D'une manière générale, si vous n'avez pas encore découvert Jean-Philippe Jaworski et que vous appréciez la fantaisie un petit peu dense avec des influences de mythologie celtique et un petit peu méditerranéenne, je ne peux que vous le recommander encore une fois. Pour mieux vous clore le débat, il fallait lire un livre engagé et ou qui nous apprend quelque chose, et le livre que j'ai choisi remplit ces 2 consignes. Je vous en ai déjà parlé très longuement, puisque je vous l'ai présenté à l'occasion du bilan de la passe miroir et dans une dernière lecture dédiée, donc on ne va pas épiloguer. J'ai lu Les sorcières de Céline Duchenet, une histoire de femme, aux éditions Michel Lafon Poche, à partir d'un podcast France Culture, qui était très intéressant pour une grande partie, puisqu'il se découpe en 4 parties distinctes, et la première est absolument passionnante en termes d'histoire,
de la chasse aux sorcières, de l'inquisition, de tout ce qui a mené à ça et de toutes les conséquences que ça a pu avoir notamment. Il y a des parties qui m'ont un petit peu moins convaincue, qui étaient un petit peu plus ésotériques. Et puis dans la fin du bouquin notamment, il est question des sorcières dans la culture et des différentes représentations. Et ça aussi c'était absolument passionnant. Dans l'ensemble c'était un petit peu en demi-teinte parce qu'il y a des parties pris qui m'ont un petit peu moins enthousiasmée que d'autres. Cela étant dit, j'ai appris énormément de choses. Et il y a des parties qui étaient absolument passionnantes. Donc c'est une lecture que j'ai dans l'ensemble plutôt appréciée. Et si vous voulez en apprendre plus sur les sorcières, il y a vraiment des choses très intéressantes. Ensuite, pour La Cigale et le Fourbi, les mots-clés étaient contes classiques, reliques de la pile à lire, récits choral et ou musique. Et j'ai sorti Lore de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus que j'avais décidé de lire pour le défi lecture de Lucie du mois d'août, qui de façon assez pratique me proposait également de lire une relique de ma pile à lire, qui était effectivement cette belle pavasse que j'ai donc sorti pour l'occasion et qui malheureusement ne l'a pas fait pour moi. Si vous avez vu mon vlog défi lecture, vous avez vu que ça a été un abandon. J'ai lu 40% du bouquin et je me suis dit que ce n'était pas pour moi, que je n'avais aucune envie de me taper les 400 pages restantes puisqu'il en fait plus de 600, que globalement c'était sympathique, il n'y avait rien qui me dérangeait mais il n'y avait rien qui m'enthousiasmait non plus et qui me donnait envie de continuer. C'était quand même un beau pavé pour ce que c'était et j'avais pas envie d'y passer 15 ans, donc c'est un abandon. Mais cela dit, c'est un livre qui sort de ma pile à lire, c'est une relique qui est désormais cochée, ce qui est toujours satisfaisant en soi. Globalement, si vous voulez savoir un petit peu de quoi il retourne, c'est une espèce de réécriture mythologique à la Hunger Games avec tous les 7 ans, une espèce de chasse à l'homme des anciens dieux. Si quelqu'un arrive à tuer un de ces dieux, il prend ses pouvoirs et devient de fait le dit dieu. Sauf que ça manquait à mon sens un petit peu de développement, de contexte, de consistance, que ce soit dans l'univers, dans les personnages, dans ce rapport à la mythologie qui était très lointain et assez peu marqué. Et globalement en termes d'enjeux, c'était pas une grande réussite, c'était très lent à démarrer. Il y avait étonnamment un petit peu d'action mais qui ne portait pas particulièrement. Donc voilà, ça n'a pas fonctionné pour moi. J'ai vu après pas mal de retours assez mitigés sur ce livre d'une manière générale. Donc s'il vous tente, n'hésitez pas bien sûr à vous faire votre propre idée, mais allez-y en toute connaissance de cause. Pour le timbre aubergine, les mots-clés étaient fantasy, fantastique, désert huis clos et ou démon. J'avais mis le 3e tome de The Bone Season de Samantha Shannon que je n'ai toujours pas sorti de ma pile à lire et sur lequel il va falloir que je passe la seconde, mais c'est un autre sujet. J'ai quand même réussi à lire un graphique qui à mon sens rentre parfaitement dans cette catégorie et c'est La Marche Brume, le 1er tome, Le Souffle des Choses de Stéphane Fer aux éditions d'Argo, qui est absolument magnifique, qui encore une fois est la dernière parution d'un auteur que j'apprécie particulièrement et que je vous ai ressorti à toutes les sauces également parce que je suis extrêmement fan de ce qu'il fait en matière de dessin mais également en matière de scénario. Et voilà, encore une fois, on reste dans mes incontournables pour ce bilan de La Pale des Routes parce que il en fait très largement partie. C'est un roman graphique qui est un petit peu difficile à résumer, mais globalement on va suivre une espèce de société de sorcières qui a recueilli le personnage principal qui semble être une demi-ogresse, qui vivent gentiment leur petite vie, qui sont un petit peu embêtés par la brume qui progresse malgré leur protection et qui vont se retrouver à devoir se défendre contre des ennemis peu sympathiques. Si vous voulez vraiment un résumé très rapide, c'est un 1er tome qui peut être un petit peu introductif mais qui ne m'a pas du tout dérangé parce que je suis absolument fan du dessin, de l'ambiance, des couleurs, des messages, des représentations, enfin vraiment tout l'univers qui est mis en place m'a absolument transportée et enthousiasmée, donc ça m'a pas dérangé que ça prenne un petit peu le temps, d'autant que c'est un 1er tome et que j'ai extrêmement hâte de voir ce que ça va donner dans la suite. Mais voilà, c'était une excellente lecture. Je vous recommande encore une fois extrêmement chaudement le travail de Stéphane Fer, que ce soit celui-ci, Peau de Mille Bêtes qui est absolument incroyable, Blanc autour dans un tout autre style non moins formidable, et Morgane qui est très intéressant également. Je lirai encore une fois avec plaisir le prochain tome de cette série et je vous en reparlerai à ce moment-là. On a presque fini pour la catégorie une fois au stage d'été. Les mots-clés étaient humour, amitié, apprentissage et ou secret. J'avais calé le 6e tome de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery, mais pareil,
Je n'ai pas eu le temps de le lire malheureusement, mais j'ai réussi à compléter les 3 derniers timbres de ce challenge, puisque pour Rendons à César ce qui est à César, il était question de trahison, de nature writing, d'épreuves et ou de mythologie. J'avais mis le 4e tome de Naruto de Masashi Kishimoto aux éditions Kana, que j'ai beaucoup apprécié lire pour redécouvrir donc cette partie où globalement on est dans l'examen des Chunin sous le format manga, puisque je ne les avais vus pour l'instant que en animé. C'est toujours très chouette, j'aime beaucoup ce format Hokage avec des pages un petit peu plus grandes, avec du coup 2 tomes d'affilée qui permet quand même de se plonger un petit peu plus dans l'histoire. J'aime toujours autant redécouvrir ces personnages et encore une fois avec le recul tout ce qui va se passer après, c'est à la fois extrêmement nostalgique et touchant, ça fonctionne très bien avec moi. J'ai très hâte de continuer la saga et pareil, je vous en reparle très bientôt probablement. Et on va essayer de finir cette vidéo avant que je meure de chaud. Pour l'avant-dernière, la pénultième catégorie, en mode Stem Captor, il était question de lire un graphique, un illustré, un beau livre et ou un manga. J'ai choisi 2 très jolis mangas. Sur les conseils de The Riddler, je me suis procuré les 4 premiers tomes parus de Veil de Koteri, qui est aux éditions Noev Graphics, qui sont très jolis, qui brillent, qui ont de très chouettes illustrations, qui sont des mangas en couleur, ce qui est assez rare pour être souligné, et que j'ai lu donc sur ce mois d'août et qui était de très chouettes découvertes. C'est très particulier comme manga, comme ambiance, comme construction. Globalement, on va suivre les 2 personnages que vous apercevez là, qui vont se rencontrer et qui vont nouer une relation un petit peu particulière. Je veux pas trop vous en dire parce que c'est assez spoilant et j'ai vraiment beaucoup apprécié le découvrir de façon assez innocente, mais c'est une relation qui est très belle, qui est très différente et qui vraiment se constitue dans une espèce d'ambiance un petit peu cosy, un petit peu doudou, qui a très bien fonctionné avec moi. Il y a ce côté vraiment ouais, tension qui se met en place, flirt qui n'en est pas vraiment, enfin vraiment c'est une relation très particulière, très difficile à définir mais qui fonctionne très bien et qui est très agréable à suivre dans ces 4 volumes. C'est un petit peu hors du temps, c'est une espèce de petite parenthèse toute mignonne et qui m'a fait beaucoup de bien pendant ce mois d'août, donc c'était une très chouette découverte pour laquelle je remercie encore The Riddler bien évidemment. Et pour la dernière sous-catégorie, Les Dents de la grand-mère, il fallait lire un livre avec des secrets de famille, des souvenirs, qui parle d'enfance, de catastrophes ou qui fait frissonner, et j'avais choisi Les Aveuglés, le Palais des Murmures de Loïc Noté aux éditions Michel Lafon, qui m'avait été très gentiment offert par Natcha dans un petit colis surprise cet été, dont je vous ai déjà parlé très récemment en dernière lecture, donc sur lequel je ne vais pas non plus épiloguer. Globalement, c'est un roman de low fantasy jeunesse qui a un postulat très intéressant sur toute la question de l'apparence, du jeu sur les miroirs, de la dysmorphophobie, etc. Donc des sujets très importants pour de la littérature jeunesse, je trouve, mais qui a un petit peu pêché pour moi en termes de rythme, de développement d'univers et de contexte, et qui a fait que je ne l'ai pas autant apprécié que je l'aurais souhaité. Il y a vraiment de très bonnes choses, de très bonnes idées, mais la réalisation était pour moi un petit peu en demi-teinte, et c'est dommage. Cela étant dit, ça s'est vu vite, j'ai plutôt passé un bon moment, et il y a quelques fulgurances en termes d'ambiance notamment, avec vraiment un petit côté spooky, frisson, qui était plutôt pas mal. S'il vous intrigue, tentez-le peut-être si vous avez envie de découvrir l'auteur dans son premier roman. Encore une fois, c'était assez mitigé pour moi, mais il y avait des choses plutôt sympas. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan de La Pale des Routes. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, que ce n'était pas trop long parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner en termes de timing. Comme d'habitude, j'ai probablement beaucoup plus parlé que prévu. J'en profite pour remercier encore une fois Alex Bouquin Prada pour ce challenge qui m'a vraiment énormément motivée sur ce mois d'août et qui m'a permis de sortir de super livres de ma pile à lire et globalement de passer un très chouette mois d'août. Donc merci encore si jamais tu passes par là. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous avez lu d'autres livres des autoristes que j'ai mentionnés ou des séries dont j'ai parlé également. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine.